Kocho Plaku, vous êtes accusé de haute trahison envers le pays. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Ça fait 10 mois qu'on m'interroge. Tout ça est injuste. Je n'ai reçu de personne, à aucun moment et nulle part, de consigne de la part d'un pays étranger. Quand ils l'ont arrêté, la police a retrouvé un hameçon de fabrication étrangère dans le sac de pêche de mon père. Pour le régime, cet hameçon était la preuve que mon père avait reçu des ordres d'une puissance étrangère pour saboter le pays. La voix de femme que vous entendez, celle qui va prononcer le verdict, c'est la juge. Et l'homme accusé, c'est mon père. Kocho Joseph Plaku, vous êtes condamné à mort par peloton d'exécution. Le 28 juin 1976, Kocho Plaku est fusillé. Son fils, Jovan, a alors 2 ans. À chaque fois que j'écoute cette bande audio, j'en ai les larmes aux yeux. Pourtant, je ne suis pas très émotif d'habitude. Mon père a été accusé à tort et exécuté sans preuve. C'était il y a 47 ans et je cherche encore son corps. Je pense à lui jour et nuit. Je te fais un œuf? Oui. Jovan est économiste. Il a 49 ans. Comme de nombreux Albanais, son petit appartement de Tirana accueille toutes les générations, enfants et grands-parents. J'ai repéré un nouvel ordinateur. Si tu veux un meilleur ordinateur, tu n'as qu'à travailler. Ok, je vais me trouver un petit boulot pour cet été. Voilà. Comme des milliers de familles albanaises aussi, un fantôme les hante, le père de Jovan. J'ai très mal dormi cette nuit. J'avais des bouffées de chaleur, j'avais froid. Ah bon? Pourquoi? Je me suis couchée à 23h et à 4h du matin, je me suis réveillée et je me suis mise à cogiter. Jovan est obsédé par l'absence de son père. Il mène l'enquête depuis 30 ans. Ici, ce sont toutes les transcriptions des interrogatoires et du procès de mon père. Entre mars 1975, quand il a été arrêté, et juin 1976, quand ils l'ont exécuté. Durant toutes ces années, je n'ai écarté aucune piste. J'ai cherché partout. Les informations dont je dispose, je les ai récupérées sur des documents officiels, mais aussi en rencontrant des gens sur le terrain. J'ai utilisé tous les moyens possibles, même la corruption, pour avancer. Ces documents officiels sont ceux de la Sigurimi, la police secrète albanaise sous l'ère communiste. Il y a peu, ils étaient encore tenus secrets. Jovan a réussi à se les procurer de façon illégale et a pu reconstituer le puzzle de la disparition de son père. Rapport du 5 février 1976. Objet saisi sur l'accusé, Kocho Plaku. Pièce numéro 1, 4 chevilles en aluminium de bricolage. Pièce numéro 2, un trombone plié en 2. Pièce numéro 3, un mouchoir couleur bleue à rayures, portant une inscription manuscrite à Jovan en guise de souvenir. Adieu à vous tous, bise, Kocho. Cette disparition me hante. Il y a comme un grand vide en moi.
Ça me pèse tous les jours. On m'a privé des câlins de mon père. On m'a privé d'une vie normale. Ce n'est pas la vie que j'aurais souhaitée. Le père de Jovan a été victime de l'un des pires régimes autoritaires du XXe siècle. L'Albanie d'Enver Hoxha, le dirigeant communiste qui en a fait l'un des pays les plus isolés au monde entre 1944 et 1991. Une dictature stalinienne paranoïaque dont le pilier était sa police politique, la Sigurimie. La mission de la Sigurimie était de traquer l'ennemi de l'intérieur. Pendant plus de 45 ans, elle a donc espionné chaque Albanais et a fait de la délation un sport national. Dénoncer un voisin, un collègue, un membre de sa famille, un Albanais sur 5 aurait collaboré avec la police secrète, délibérément ou sous la contrainte. En tout, 150 000 personnes ont été emprisonnées ou internées dans des camps de travail. 6 000 personnes condamnées à mort. Depuis 2017, enfin, les archives de l'impitoyable Sigurimie sont ouvertes au public. Mais l'Albanie est-elle prête à affronter les fantômes de son passé ? Au cœur de la base militaire de Tirana, qu'il nous est interdit de filmer, ce bâtiment abrite les fameuses archives. Tenez, voici les clés. Un lieu hautement sécurisé où l'on ne descend que sous escorte. Gentiana Sula est une ancienne secrétaire d'État. C'est à elle que l'on a confié une équipe de 65 personnes, quelques 20 millions de documents et la mission délicate de les rendre publics. Elle aussi a été touchée personnellement. Son grand-père a été exécuté pendant la dictature. On n'a pas besoin de ranger les dossiers par localité. Ce serait plus efficace de les classifier autrement. Là, c'est le dossier des personnes accusées d'agitation propagande. Il est déclassifié et déjà digitalisé. C'est la section de la Sigurimie de Tirana. Courrier volé, transcription d'écoutes téléphoniques, mais surtout des témoignages et des lettres de dénonciation. Même des décennies plus tard, interdit de filmer en détail ces documents qui pourraient révéler des noms de collaborateurs. En fait, on a ici tout ce que le pouvoir avait dans le viseur. Les gens qui pratiquaient ouvertement une religion, ceux que le régime considérait comme des bourgeois, ou encore tous ceux qui avaient le moindre lien avec l'étranger. Toutes les informations consignées ici étaient récoltées par des informateurs de quartier, c'est-à-dire ceux qui surveillaient leurs voisins, ou même leurs proches. Depuis l'ouverture des archives, les Albanais peuvent venir les consulter en personne. Bonjour. 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 Ce matin, Gentiana accueille Angel, 74 ans. Voici l'original du dossier de votre père. Le père d'Angel savait qu'il était dans le viseur du régime. Il a fui l'Albanie en 1949, sans se douter qu'il ne reverrait plus sa femme et son fils. Angel a déjà vu son dossier, mais les archivistes l'ont rappelé, car ils ont trouvé une nouvelle pièce. Cette lettre, envoyée par son père exilé il y a 65 ans. Cette lettre avait été interceptée par la Sigurimie. Ah bon? Mais d'où viennent ces photos? C'est lui, c'est votre père qui les avait mises dedans. J'aurais aimé le rencontrer au moins une fois. J'ai reçu la lettre de Cemile. Maintenant, donne-moi de tes nouvelles. Écris-moi. Fais attention au petit ange et à Aphrodita. C'est comme ça qu'il m'appelait, petit ange.
C'est difficile. C'est touchant. Excusez-moi, je suis émue. Oui, je comprends. C'est difficile. Pourtant, j'ai l'habitude. On peut arrêter là. Je suis très ému de voir son écriture et d'entendre ses mots, même s'il y a un passage que cette dame n'a pas réussi à lire. Mais c'est vrai que c'est un moment très émouvant. Quand mon père parle de mes cheveux blonds bouclés, moi aussi j'ai arrêté là ma lecture. Je n'ai pas réussi à continuer. Je ressens une grande douleur. Comment ont-ils pu? On a tous des parents. Ce n'est pas humain. À cause de tout ce système, je n'ai jamais connu mon père. Lire cette lettre et retracer l'histoire de son père, ça fait ressortir beaucoup d'émotions. Et en même temps, ça permet de soulager un peu les cicatrices du passé. On ne peut pas passer sa vie avec des points d'interrogation. Si on n'ouvre pas ces dossiers, si on ne prend pas en compte les victimes et qu'on ne dénonce pas les actes du régime, alors cette histoire va continuer de hanter l'Albanie. Depuis 2014, l'Albanie est candidate à l'Union européenne. Et l'ouverture des archives est apparue comme un gage de bonne volonté. Pourtant, le pays est loin d'avoir été au bout de son examen de conscience. Merci. Merci, faites du bon travail. Merci. Ionila Godol fait partie des Albanais qui poussent pour que cette autocritique avance plus vite. Elle a été l'une des premières femmes journalistes après la chute du communisme. Aujourd'hui, elle enseigne le journalisme politique à la faculté de Tirana. Aujourd'hui, on va parler des films albanais produits pendant la dictature. C'est un grand débat actuellement. Il y a ceux qui considèrent que ces films font partie de notre héritage culturel et ceux qui pensent qu'ils continuent d'entretenir aujourd'hui la propagande. Ionila a grandi sous l'Albanie communiste. Elle avait 16 ans quand le régime s'est effondré. On vivait dans une bulle. Quand la dictature est tombée, ça a été un choc. C'est comme si on m'avait enlevé mes œillères. J'ai appris que mon grand-père était considéré comme un dissident par le régime. Parce qu'il possédait quelques hectares de terre, il était vu comme un bourgeois. C'est là que j'ai compris tout le mal que le régime avait fait. C'est comme ça qu'informer la jeunesse sur le passé est devenu ma mission. Pendant 46 ans, le régime a contrôlé la production cinématographique. La plupart des films prenaient pour cible les étrangers et les religieux du pays, qu'ils soient musulmans ou catholiques. Alors, qu'en pensez-vous? La dictature se basait sur le culte de la personnalité d'Enver Hoxha. Et la religion faisait de l'ombre au dictateur. Culte de la personnalité, voilà un mot-clé. Il nous renvoie directement au sujet de la propagande. Ces films ont contribué à effacer la foi et l'esprit religieux chez nous. Donc pour toi, ces films nous ont influencés? 30 ans après la chute de la dictature, ces films sont encore largement diffusés à la télévision, sans aucun décryptage.
Ma famille aussi a été touchée. Mon grand-père a été exécuté sous le régime. Pourtant, je pense que ces films doivent être diffusés parce qu'ils reflètent, qu'on le veuille ou non, notre société pendant cette période. C'est le passé de notre pays. On ne peut pas le gommer. Par contre, il faut absolument rappeler dans quel but ces films ont été faits pour que l'histoire ne se répète pas. Je veux que mes étudiants comprennent le fonctionnement et les instruments de la propagande sous la dictature. Parce que le régime a chuté en 1990, mais le mensonge d'État, lui, n'a pas disparu. Il y a quelque chose qui a survécu à cette période. 40 ans de culte de la personnalité, ça laisse des traces. Aujourd'hui encore, les Albanais ne remettent pas en question la parole officielle. Ils prennent tout ce que disent les politiciens ou notre gouvernement pour la pure vérité. Malgré les promesses du gouvernement albanais, Jovan ne sait toujours pas où sont les restes de son père. Depuis 30 ans, il mène son enquête seul, dans tout le pays. En 2008, il a fini par comprendre que son drame familial s'était joué à quelques kilomètres seulement de chez lui, aux portes de Tirana, sur cette montagne. Parmi toutes les personnes que j'ai interrogées, j'en ai retrouvé plusieurs qui avaient participé à l'exécution de mon père. Ils m'ont accompagné ici. C'est comme ça que j'ai découvert ce lieu. C'est un endroit idéal. On n'entend pas le bruit des tirs. Là, ce sont des bunkers. Il y avait tout dedans. Des chambres, du chauffage, il y avait la ventilation et des générateurs en cas de coupure d'électricité. Tout était prévu si la guerre arrivait. Il y avait aussi un système de télécommunication. Cette base cachée devait servir de refuge à l'armée en cas d'invasion étrangère. Elle est devenue l'une des chambres d'exécution de Tirana. Jovan a une certitude, son père a été fusillé ici. Alors en 2009, de façon totalement illégale et avec ses économies, il fait monter ici une pelleteuse pour fouiller la montagne. Pendant 4 mois, nous avons creusé partout dans cette zone. J'ai trouvé les restes d'une quinzaine de squelettes. Je m'en souviens comme si c'était hier. Une demi-heure à peine, après avoir commencé les recherches, on a trouvé des restes d'un premier squelette. C'était bouleversant et en même temps, c'était une révélation. J'ai eu l'espoir de trouver enfin ce que je cherchais et avec lui, l'espoir de clore définitivement tout ce chapitre de ma vie. Jovan ne sait que faire des ossements retrouvés. Il finit par les confier à la police albanaise, elle aussi bien embarrassée. Les autorités attendront 10 ans avant de réaliser des tests ADN. 30 ans d'enquête, 13 corps retrouvés, mais aucune trace de son père. J'ai tout essayé ici. J'ai épuisé tous les recours possibles. Aujourd'hui, seul l'État peut reprendre le travail de recherche et d'enquête. C'est frustrant. C'est désespérant. Mais il faut que j'avance. Même si la douleur est toujours là. L'Albanie reconnaît qu'en 46 ans, le régime communiste a exécuté plus de 6000 personnes. Mais comme Jovan, leurs proches n'ont pour la plupart jamais retrouvé leur corps. Pour fissurer ce mur du silence, Yonila a décidé de créer son ONG. Elle mise sur la prochaine génération.
Plusieurs fois par an, elle emmène des classes de lycéens dans ce bâtiment à Tirana, l'un des rares lieux de mémoire du pays, le quartier général de la Sigurimie. Vous le savez, la Sigurimie essayait de recruter le plus d'informateurs possible. Alors, si l'agence découvrait un vice ou un point faible chez quelqu'un, c'était le meilleur moyen de le faire chanter pour qu'il collabore. Depuis ses bureaux, la Sigurimie tenait la population albanaise sous une pression constante, grâce à une quantité impressionnante de matériel espion. Un matériel aujourd'hui désuet, mais dont l'efficacité à l'époque ne faisait aucun doute. Il était envoyé par la célèbre Stasi, la grande sœur d'Allemagne de l'Est. Regardez, dans une paire de chaussures, une veste, un sac, des outils, peu importe. Les agents de la Sigurimie savaient cacher des micro-espions presque partout. Je suis sous le choc. Ça montre une réalité affreuse de notre pays à cette époque. Les méthodes que le parti employait pour soumettre le peuple. C'est une réalité vraiment triste. Le peuple albanais vivait constamment sous la peur et l'angoisse. Avec mon ONG, on demande à ce que l'éducation nationale albanaise impose ses sorties scolaires sur les lieux de mémoire à tous les élèves albanais. Comme ils le font dans d'autres pays d'Europe de l'Est et en Allemagne. Jonila a eu la chance d'étudier en Allemagne, un pays qui, en matière de reconnaissance de son passé, fait figure de modèle. En Allemagne, j'ai vu que toute une population avait du respect pour les victimes. Et en même temps, le pays endossait la responsabilité des crimes commis. Cela a été une expérience décisive pour moi. Ça m'a permis d'avoir plus de recul sur ce qui s'était passé. Et quand je suis revenue en Albanie, j'ai consacré toute mon énergie à cette question. Gentiana ne jouit pas de la même liberté que Jonila. Je déclare la séance ouverte en présence des membres de l'institution de l'autorité des dossiers. 2 fois par semaine, elle siège au comité central des archives, l'instance qui décide quels fichiers de la Sigurimie peuvent être consultés. Ce dossier est demandé par un journaliste kosovar qui est venu en Albanie dans les années 80. À l'époque, il avait fait l'objet d'une surveillance et toutes ses activités ont été documentées. Autour de la table, les membres de ce comité sont nommés par l'Assemblée nationale. Une assemblée qui, comme le gouvernement, est tenue aujourd'hui par le Parti socialiste, l'héritier direct du parti d'Enver Hoxha. Notre caméra n'a été autorisée à filmer qu'une seule demande de dossier. Quelqu'un a-t-il des suggestions ou des commentaires? Votons. Qui est pour? Il n'y a pas d'objection? Il est approuvé. Une demande accordée ce jour-là. Là, on vient de prendre une décision collégiale sur le cas de ce journaliste pour qu'il puisse consulter son dossier. Mais donc, si vous pouvez voter non, ça veut dire que ce n'est pas complètement ouvert, en fait. Oui, ça veut dire que pour le moment, l'utilisation de certains dossiers est limitée. Mais peut-être que plus tard, ils pourront être consultés. En fait, quand on sent que les gens cherchent à se venger, ou disons que la demande va à l'encontre de l'unité de la nation, alors on la rejette. Cette unité de la nation a le dos large. Depuis l'ouverture officielle il y a 6 ans, une demande sur 4 a été refusée. Gentiana sait qu'elle est tributaire d'une classe politique qui craint particulièrement les informations que recèlent ses archives.
Bien sûr que c'est frustrant parce que c'est ça notre mission en fait. J'aimerais par exemple publier les noms des personnes qui ont collaboré volontairement avec la Sigurimi, afin qu'ils n'aient pas accès à des postes de pouvoir. Nous avons proposé une loi en ce sens. Elle est actuellement à l'étude par les instances politiques. Dans le viseur de Ionila, les programmes scolaires albanais. Sa petite ONG a déjà proposé de les faire évoluer. Refus systématique du ministère. Alors elle a choisi d'éditer elle-même ses manuels d'histoire. Les connaissances des élèves sur la période communiste sont souvent limitées, inexactes ou même carrément fausses. Et le problème avec les informations qu'on leur donne dans leur famille ou sur Internet, c'est qu'elles ne sont pas fiables. Comme elle, ces enseignants regrettent que l'Albanie n'honore pas son devoir de mémoire, mais se sentent démunis. Désormais, ils peuvent demander à Ionila ses ressources pédagogiques. Au collège, ils ont réduit les cours sur la période communiste. Maintenant, ça ne représente pas plus que 4 ou 5 heures sur toute l'année. C'est vrai. Pourtant, c'était plus avant, non? Mais oui, ils ont réduit. Dans le programme d'histoire au collège-lycée, la période sur le communisme est très peu développée. Il y a les dates principales, mais très peu de détails et d'explications. Moi, je donne un peu plus d'informations à mes élèves, parce que j'avais 14 ans pendant la période communiste. Alors, je me sers de mon expérience personnelle. Dès la première, les cours d'histoire deviennent facultatifs. Pourtant, ça devrait être obligatoire. Les jeunes ont le droit de voter à partir de 18 ans. Et pour voter, c'est essentiel qu'ils connaissent l'histoire politique de leur pays. L'Albanie est un pays jeune. 40% de la population a moins de 30 ans. Pour Ionila, c'est une chance, pour peu que les nouvelles générations soient guidées dans la bonne direction. Nous avons fait un sondage avec les professeurs d'histoire venant de toutes les régions albanaises pour apprécier leur connaissance du passé. On leur a demandé les dates les plus marquantes de la résistance, le nombre de victimes du communisme. On a découvert d'importantes lacunes. Les professeurs savaient très peu de choses, à part la date de la chute du communisme. Mais ça paraît incroyable. Des profs d'histoire ne sachent pas ça. Oui, c'est ce que je pense. Et ça va même plus loin. À certains endroits, le plus souvent dans les petites villes albanaises, il y a encore des professeurs nostalgiques du communisme. Et c'est comme cela qu'ils parlent à leurs élèves de cette période, avec nostalgie. Jovan ne croit plus que la classe politique veut sincèrement regarder le passé de l'Albanie en face. Pour lui, le pays n'a pas avancé d'un iota depuis la chute de la dictature il y a 30 ans. Dès 1991, il y a eu une loi d'amnistie. Cette loi a excusé tous les crimes de la période communiste. C'est une honte. Aujourd'hui encore, c'est cette loi qui interdit toute procédure judiciaire contre les crimes commis. Moi, par exemple, il m'est impossible d'attaquer l'État albanais pour la mort de mon père. Une voiture? Voilà ici. Mais pourquoi faire cette voiture? Regarde la belle chevelure de ta grand-mère à l'époque. Oui, j'avais les cheveux ondulés. Mon fils a passé sa vie à faire des recherches. Moi, je veux simplement savoir où est enterré mon mari.
Je veux juste avoir un endroit pour allumer des bougies et me recueillir. Non seulement on a tué mon mari pour rien, mais en plus, on nous prive d'une tombe. J'ai vécu ma vie à ma façon. Je ne regrette rien. Je suis un bosseur. J'ai toujours quelque chose à faire. Je m'amuse, j'ai des amis et j'ai beaucoup voyagé. Mais c'est comme si j'avais toujours eu une corde à la cheville qui me tirait en arrière et me ramenait au passé. Il y a peu, l'Albanie a connu un inquiétant bégaiement de l'histoire. En 2021, le Parti socialiste au pouvoir a remis secrètement en place un réseau d'informateurs. Juste avant les élections législatives qu'il a remportées, le parti a fiché près d'1 million d'électeurs. Le scandale s'est éteint en quelques jours et les seuls à avoir été inquiétés par la justice sont les journalistes qui ont révélé l'affaire.